Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger, Bonjour, comment allez-vous? ça va et vous? Bien, merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Bon, on est à J-6 avant ce déconfinement. Il y a des inquiétudes, il y a des incertitudes, il y a des peurs, on le sait bien. Mais est-ce que pour vous, il est urgent, il est vital, comme l'a laissé entendre encore hier le Premier ministre à l'Assemblée, enfin au Sénat, qu'il faut entamer ce déconfinement. Il faut se relancer parce que ça fait cette semaine que la France est à l'arrêt et qu'on ne peut pas rester confiné. Sinon, il y a ce risque de crise sociale majeure. Vous en convenez? D'abord, moi je voudrais dire que sur la question sanitaire, qui est la question qui a justifié qu'on se mette à l'arrêt, je n'ai pas les qualités ni les compétences pour savoir si c'est le bon moment ou pas le bon moment. Je tiens à dire ça. Mais ensuite, il est clair que oui, il y a besoin de reprendre de l'activité, tout simplement parce qu'il en va des emplois. Mais ça ne doit se faire que si ça se fait en toute sécurité pour les travailleurs. Ouais. D'ailleurs, c'est le sens de. Vous avez signé une déclaration commune, cette déclaration commune qui est signée il y a quelques jours avec le MEDEF et la CFTC, où voilà, il faut reprendre, vous dites bien progressivement, dans des conditions de sécurité, non pas maximales, c'est intéressant, mais optimales, vous avez dit. Hein. Parce qu'il y a ce risque de drame, encore une fois, social, économique, qui nous pend au nez si la machine ne se remet pas en route progressivement. Oui, bien sûr. D'abord, on sait que les chiffres du chômage, y compris pour le mois de mars, alors qu'il n'y a eu que 15 jours de confinement, sont pas bons. Et on sait que malheureusement, Pas bon, c'est un euphémisme, Laurent Berger. 240, enfin, de mémoire, on n'a jamais vu ça sur un mois, avec 15 jours de oui, bien confinement. sûr, et c'était Bien 15 pire que jours. la Donc, crise financière de 2008. Hein. oui, bien sûr. Donc, on sait que le risque, il est énorme et qu'il faut tout faire pour que maintenant, on se mobilise sur la question de l'emploi en étant extrêmement imaginatif pour préserver un maximum d'emplois et, euh, et aider tous ceux qui vont malheureusement le perdre. Mais vous Mais avez été vous surpris savez, par la violence de ce chiffre-là, Laurent Berger, parce qu'on a dit, voilà, il y a ce chômage partiel, plus d'11 millions de salariés qui voient pour partie largement leur salaire payé par l'État et par l'UNEDIC. Ça vous a surpris d'avoir, encore une fois, quasiment 250 000 chômeurs de plus en un mois? là, malheureusement, pas beaucoup, non. Pour une raison simple, c'est que ce sont majoritairement deux effets. L'effet de fin de CDD et de fin de contrat d'intérim, c'est-à-dire les travailleurs précaires. Et les travailleurs précaires, vous savez, ce sont toujours, lorsqu'ils se retrouvent en difficulté, les annonciateurs de difficultés pour les autres. C'est terrible, cette double Donc, peine pour eux. bien sûr, c'est terrible. On le dit depuis des années. D'autant plus, c'est une raison de plus pour ne pas les pénaliser, y compris en termes d'indemnisation chômage, ce qui était prévu. Deuxième point, c'est que c'est aussi la faiblesse des embauches Ouais. qui montre ce chiffre. Et donc, le problème qu'on va avoir en termes d'emploi, il y a un problème de perte d'emploi, il y a un problème d'entrée sur le marché du travail pour des jeunes qui vont finir leur cursus d'école scolaire à la fin de l'année. Il est des jeunes qui vont pas pouvoir rentrer en apprentissage parce qu'il y aura moins d'entrée en apprentissage. Pardon, en tout cas, c'est un risque qui est réel. Et puis, ce sera un problème de perte d'emploi pour les travailleurs les plus précaires. Donc, vous savez, cette reprise d'activité, il ne faut pas opposer la possibilité de la santé et de la sécurité des travailleurs avec la reprise d'activité. La question est tout simplement, dans cette reprise d'activité, est-ce qu'on se donne tous les moyens pour que ça se fasse dans de bonnes conditions en termes de santé et de sécurité pour les travailleurs, pour tous les acteurs de l'entreprise. Et là, vous avez deux façons de voir les choses. La façon unilatérale, où on décide de revoir l'organisation du travail à quelques-uns simplement, sans jamais s'interroger sur ce que pensent les salariés eux-mêmes et ce que pensent les représentants du personnel. Et dans ce cas-là, la confiance n'existera pas. Vous aurez beau avoir un guide qui a été fait par le ministère du Travail. Mais c'est le cas aujourd'hui, Laurent Berger. On a eu ce mode d'emploi général, ce protocole de déconfinement d'entreprise dévoilé par le gouvernement. Vous avez vu, c'est précis. Espace de 4 mètres carrés par employé, la gestion des allées et venues, nombre de personnes dans l'ascenseur, nettoyage des rampes d'escalier. Vous en pensez quoi? Ça vous convient ce protocole ou il vient d'en haut? J'allais y venir. Eh bien, écoutez, il est totalement technique, il est très, très précis sur un certain nombre de dispositions techniques et c'est sans doute nécessaire. Il trouve l'exploit, il fait l'exploit, ce protocole fait par le gouvernement, de ne jamais prononcer ou écrire le mot dialogue social représentant du personnel. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que si ça ne fait pas l'objet d'un dialogue social concret dans les entreprises, ça ne marchera pas parce que cette reprise d'activité,
elle doit être à la fois extrêmement précise sur le point technique de la façon dont on équipe en termes d'équipement de protection les travailleurs, dont on Oui, mais il fallait, pardon, je vous coupe, Laurent Berger, il fallait aller vite, il fallait aller vite, il fallait non, produire mais vite ce protocole. vous Donc savez, c'est pour ça que vite, l'administration a sorti vite ça pour rapidement. aller à l'échec, ça ne marche pas. Et donc, je le dis, ça ne peut marcher que s'il y a du dialogue social. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont reparties, qui ont recommencé à créer à avoir de l'activité. À chaque fois que ça fonctionne bien, c'est qu'il y a eu le temps pour s'interroger avec les représentants du personnel et même avec les salariés sur l'organisation du travail, la façon dont ça doit se passer. Et donc, ce guide, il est intéressant de la part du gouvernement sur les aspects techniques, mais il n'a de sens que s'il fait l'objet de discussions et de dialogues avec les représentants du personnel. Qu'est-ce que vous auriez changé en imaginant qu'il y ait du dialogue social? Vous auriez changé quoi là-dedans? J'aurais mis une fiche en disant, voilà, vous allez avoir un guide technique, il est très précis, il est à respecter, il engage vos responsabilités respectives, mais j'aurais fait une première fiche qui était de dire la condition du retour dans de bonnes conditions au travail qui intègre la confiance pour le faire, parce que je le dis, les salariés ont des craintes, eh bien, c'est que ce soit négocié et discuté. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire à travers cette déclaration avec le MEDEF et la CFTC, en disant, cette reprise d'activité, elle doit être discutée, et moi je dis même, elle doit être négociée au maximum dans les entreprises, parce que c'est une condition d'une bonne reprise. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Il y a l'Association nationale des DRH qui trouve ces règles trop contraignantes. Est-ce que pour l'instant, ce protocole peut être un casse-tête pour les entreprises? Mais de toute façon, de faire retravailler les gens en respectant les règles que nous impose le virus, c'est un casse-tête pour tout le monde, mais c'est une nécessité. Si les choses étaient simples, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Et donc, je pense que ce guide, il est intéressant parce qu'il montre tout un tas de situations dans lesquelles il faut se mettre. Et puis ensuite, je tiens à le dire, il faut pas. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de dialogue social dans aucune entreprise. On a un certain nombre d'entreprises où ce dialogue social a eu lieu et a permis une reprise dans de bonnes conditions. Et je peux vous assurer qu'en termes d'ambiance, ça change tout, parce que on traverse une période où les angoisses sont importantes. On a fait une étude avec Kantar qui montre que les salariés ont beaucoup de craintes sur leurs conditions de travail, sur l'emploi, sur l'avenir de leur rémunération demain, etc. Et que si on veut, sur l'élément central qui est la question des conditions de travail et de la santé, recréer de la confiance, il faut le faire dans le cadre d'un dialogue apaisé. À partir de ce guide, la bonne pratique, c'est sans doute de prendre ce guide en disant comment on l'applique, nous, aujourd'hui, dans l'entreprise, en fonction des critères de production qui sont les nôtres. Alors, on a appris sinon, c'est Samuel Pénicaud qui l'a dit, que les entreprises n'auront pas le droit de dépister leurs salariés. On a entendu des boîtes comme Veolia dire voilà, on a prévu, nous, de tester tous nos salariés. Vous en pensez quoi de cette interdiction? Parce que ça peut être rassurant pour le salarié, notamment si c'est fait sur la base du volontariat. Oui, je dois même vous dire que les représentants de la CFDT à Veolia nous ont saisis en disant on trouve que c'est une bonne idée ce que prévoit la direction et pourquoi ce serait interdit. Je crois qu'on touche là... Donc c'est une erreur de la part de la ministre du Travail? Non, j'ai pas dit ça, je vais finir. Je dis juste qu'on touche là à l'articulation entre le besoin de protection et le besoin de liberté individuelle. Ouais. Moi, je crois que sur ce domaine-là, c'est comme sur le fait d'être mis en quarantaine lorsqu'on est malade, notamment par rapport à sa famille, ça ne peut se faire que sur la base du volontariat. Parce que la forme d'obligation, elle pose une difficulté en termes de liberté publique. Mais encore une fois, de la part de Veolia, si vous prenez cet exemple-là, ça n'avait pas d'autre vocation de la part de la direction, je crois pouvoir le dire, c'est ce que me disent les représentants de la CFDT à Veolia, que d'un souci de protection. Donc c'est une erreur ou pas d'interdire ce dépistage massif des salariés? C'est une erreur? Mais vous savez, moi j'en ai assez, je vais vous le dire franchement, j'en ai assez que les questions qu'on a à se poser, elles se passent toutes en se demandant qui est bon, qui est mauvais, qui fait une erreur, non, mais qui fait pas une erreur. Alors je l'ai mal dit, s'il faut le faire ou pas. Pour vous, il est souhaitable de tester massivement l'entreprise sur la base du volontariat? Il est souhaitable de tester massivement les citoyens, ouais. C'est clair. On voit bien, et je ne vous parle pas d'entreprise, je parle de tester les citoyens. On voit bien qu'une partie des problématiques qu'on est en train de traverser viennent du fait qu'on a eu une incapacité à tester un certain nombre de gens. Voilà, donc il faut rentrer dans cette logique-là. Est-ce que maintenant, vous me demandez si je suis pour dans chaque entreprise qu'il y a un test à l'entrée? La réponse, je ne crois pas que ce soit la bonne réponse. La bonne réponse,
c'est d'abord une organisation du travail et des protections individuelles et collectives qui permettent de travailler en bonne santé et bonne sécurité. C'est peut-être l'opportunité de se réinterroger sur l'organisation du travail, ce que malheureusement on ne fait pas assez dans les entreprises en temps normal. Ouais. La ministre, d'ailleurs, Muriel Pénicaud, qui rappelle que le salarié peut refuser à son employeur qu'il prenne sa température à l'entrée d'une entreprise. Là encore, on est dans le même sujet. C'est vraiment trop intrusif pour vous? Et je ne vous demande pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est trop intrusif de… Oui, mais vous savez, il faut toujours se méfier. D'ailleurs, faire vivre une société, c'est faire se confronter à des tensions respectives. Là, il y a une tension entre les libertés individuelles et la protection collective. Moi, je vous le dis très franchement, je ne fais pas partie de ceux qui sont prêts à renoncer aux libertés individuelles à tout craint, à tout prix. Et donc, je pense qu'il faudra d'ailleurs, dans les lois qui sont prises, enfin les dispositions qui sont prises dans l'état d'urgence sanitaire, que ce soit temporaire. Il faut à tout prix que ce soit temporaire. Il n'y a rien de pire que de faire passer des restrictions de liberté individuelle qui peuvent parfois, dans des contextes très très particuliers, se justifier de façon temporaire et de les laisser se pérenniser. Et la prise de température systématique à l'entrée des lieux de travail, ça peut demain, si on n'y prend pas garde, se transformer par d'autres types de contrôles liés à la santé ou au bien-être, à la santé des salariés. Donc, je pense que tout ça doit se faire dans un état d'esprit de discussion. Vous savez, plus que jamais, dans les difficultés qu'on traverse maintenant, mais celles qui arrivent vont être importantes aussi. On aura besoin de délibération, de dialogue, d'écoute et de trouver des solutions qui, si elles sont compliquées à mettre en œuvre, ne peuvent être que temporaires. Évidemment. En vous écoutant, je me suis dit, tiens, cette question, on doit tous se la poser. J'en appelle à vos lumières et à votre expertise, surtout Laurent Berger. Est-ce que l'employeur peut contraindre un salarié à retourner au bureau, sur site, et dit autrement, est-ce qu'un salarié peut refuser de se rendre sur son lieu de travail s'il a peur d'être contaminé? Si toutes les conditions sont mises en œuvre, ce sera compliqué. Il y a toujours l'exercice du droit de retrait qui s'exerce, mais il peut être confronté à une contestation. Moi, vous savez, les salariés, d'abord, beaucoup d'entre eux vont rester en télétravail. On l'a tous compris. On va en parler. Moi, je sors d'une réunion où il y a des salariés qui le vivent mal, parce qu'ils auraient aimé retourner en entreprise. Et les aspirations des salariés sont extrêmement contradictoires en ce moment. Certains n'ont qu'une envie, c'est de repartir sur leur site de travail. On l'a vu à Toyota. J'ai beaucoup discuté avec le délégué syndical de CFDT de Toyota. Il disait, il y a certains salariés qui voulaient revenir à l'usine et d'autres qui avaient peur de revenir. Et donc, dans ces cas-là, ils ont travaillé, eux, dans le cadre du dialogue social, pour un accord de reprise d'activité qui est extrêmement précis et extrêmement progressif. Mais vous voyez, il illustre très bien que les attentes sont très différentes d'un salarié à un autre. Et donc, il faut avoir une réponse collective qui est une réponse de protection. D'où l'idée de la concertation sur le terrain. Oui, et ensuite, il faut beaucoup écouter. Il va falloir beaucoup écouter. Parce que ce qu'on ne sait pas encore, c'est l'état psychologique individuel et collectif que nous aura fait, avec lequel on va sortir du confinement. Et c'est pour ça que moi j'avais proposé dès le début du confinement un comité scientifique, non pas sanitaire, mais d'experts en sciences sociales pour analyser, conseiller sur ce qu'il faut faire en termes psychologiques, d'ambiance, de vivre ensemble pendant et à l'issue de ce confinement. La semaine dernière, on nous a dit à Matignon, dans une réunion, que ce comité allait être mis en place. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais on voit bien que les entreprises qui vont vouloir dire voilà, on repart comme avant, qui ne créeront pas les conditions d'un peu d'expression, y compris des craintes, ne seront pas les entreprises qui auront bien compris ce qui était en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que oui, il y a des inquiétudes, il y a des angoisses, et c'est pas plus mal quand elles s'expriment et quand elles font l'objet de discussions pour essayer de les dompter d'une certaine manière, y compris en termes de bonnes conditions de travail, plutôt que marche ou crève, comme certains peut-être peuvent en rêver, mais ils ont totalement tort si c'est le cas. Ouais. Sur le télétravail, vous en parliez, Laurent Berger, 5 millions de Français sont aujourd'hui en télétravail. La ministre Muriel Pénicaud, qui juge raisonnable d'envisager un télétravail massif jusqu'à l'été. Donc à vous écouter, vous aussi, vous y êtes favorable, mais avec un bémol ou pas? Parce que certains ont dit qu'il faudra peut-être qu'il y ait une charte ou là, encore une fois, un mode d'emploi du télétravail pour éviter que, sans pointer du doigt personne, que certains managers puissent en abuser ou que ça soit source de stress, disent certains, de surmenage.
Moi, je ne sais pas si je suis favorable de la poursuite du télétravail, mais c'est en tout cas ce qui nous est annoncé, donc il faut bien faire face. Vous savez, ce télétravail, il est vécu différemment. Là aussi, on aimerait bien avoir une seule grille d'analyse. Moi, je connais des salariés qui vivent très bien leur télétravail parce qu'ils ont l'équipement pour le faire, parce qu'ils ont les conditions personnelles de logement adéquates pour le faire, voire même les sièges. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mal de dos en ce moment pour les salariés qui télétravaillent. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est des conditions qui sont trop dures, parce qu'ils sont isolés, tout seuls, parce que ils doivent en même temps, en ce moment, s'occuper de la scolarité de leurs enfants à distance, parce que les conditions de logement sont dégradées. Et donc, oui, il y a besoin de se fixer. Moi, je suis favorable, la CFDT est favorable au développement du télétravail avant cette crise, mais à chaque fois, elle disait ça doit se cadrer en termes pour mieux compartimenter l'espace professionnel et l'espace personnel. Le temps passé, les conditions matérielles, le lien avec les équipes, ses collègues de Et donc, travail. faut qu'il y ait une charte ou pas? Parce que la ministre aimerait justement que les partenaires sociaux, les syndicats se mettent d'accord rapidement sur une charte. C'est possible ou le calendrier est trop serré? Parce que rapidement, non, mais non, c'est possible. C'est à zap. Moi, je l'ai dit la semaine dernière, on va pas attendre le mois de septembre pour commencer à travailler sur les bonnes conditions du télétravail alors qu'on est en plein dedans. Donc, il y a des choses qui existent. La CFDT a fait un guide du télétravail. Donc, il y a des choses, et d'autres aussi ont fait des choses. Donc, il faut évidemment que très vite, on aille sur ces guides de bonnes pratiques pour que ce soit bien vécu par les salariés qui télétravaillent. Un petit mot, sinon, Laurent Berger, du chômage partiel ou activité partielle, on l'appelle comme on veut. Plus de quasiment 12 millions, moins de 12 millions de salariés sont en chômage partiel. Dispositif qui ne s'arrêtera pas, nous dit la ministre du Travail, le 1er juin. Mais le gouvernement a laissé entendre, et la ministre aussi, qu'il y aurait, on va dire, une réduction de la générosité du dispositif de prise en charge par l'État, et donc que les entreprises devraient, pour le coup, leur reste à charge pourrait augmenter. Vous en pensez? Vous dites banco. Et à quelle hauteur? C'est difficile, mais à quelle hauteur? Quelle part pour l'entreprise de sa poche et de l'État et l'UNEDIC? Non, mais je dis d'abord que c'était la bonne réponse. Et elle a été massive, elle a été un peu aveugle parce qu'il fallait agir vite. Et donc, il y a eu quelques effets d'aubaine pour quelques entreprises. Il faut le dire, on a dénoncé certaines. Enfin, ça a été refusé à Amazon, vous avez vu hier. Oui, heureusement, j'ai envie de dire. Enfin, ça aurait pu presque être refusé à SFR pour une partie des salariés, par exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était la bonne réponse. Maintenant, évidemment que ça va se réduire parce qu'il y aura une reprise d'activité pour certains et que c'est nécessaire qu'il y ait un certain nombre de contrôles. Sur le reste à charge, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des entreprises qui vont se retrouver en grosse difficulté. Il ne faudrait pas que les salariés en payent le prix en ayant une grosse baisse de rémunération dans le cadre du chômage partiel. Mais c'est normal dans le cadre de la reprise progressive de l'activité, encore une fois, qu'il y ait une prise en charge plus importante de la part d'entreprises qui vont retrouver du chiffre d'affaires et de l'activité à partir du mois de juin. Oui, à condition que ce soit très progressif. À condition que ce soit très progressif et qu'on s'assure que ce ne soit pas un vœu pieux qui soit balancé d'en haut et que ça se résume sur le terrain, dans les entreprises, par une baisse de rémunération drastique des salariés. Ça ne peut pas être le cas. Donc, il va falloir discuter. Vous savez, de plus en plus, maintenant, on a eu la période au début du confinement où il a fallu faire face très vite. Je crois qu'il y a eu une réponse économique et sur certains points sociaux qui a été faite par le gouvernement. Il faut la saluer. Mais maintenant, sur les conditions de poursuite, ça serait bien qu'il n'y ait pas simplement des annonces gouvernementales auxquelles on réagisse, mais qu'on y réfléchisse ensemble. Et ça fait partie de la mobilisation sur l'emploi que la CFDT appelle de ses voeux. Il est grand temps que le ministère du Travail, que le gouvernement fasse appel à l'intelligence collective pour savoir comment on va gérer les problématiques d'emploi qui vont se poser inexorablement dans les semaines et les mois à venir. L'OFCE, vous avez vu l'OFCE qui nous parle de 500 000 chômeurs de plus entre mi-mars et mi-mai quand même. Oui, et moi je ne commande pas des chiffres qui ne sont pas confirmés, mais c'est sûr que ce qui arrive est malheureusement très difficile. Et là, il va falloir faire marcher la machine à l'innovation sociale, à idée pour que le maximum d'emplois, encore une fois, soit sauvegardé. Et le chômage partiel trouve toute sa pertinence dans ce cadre-là, mais que également on accompagne les jeunes, les moins jeunes, qui vont se retrouver en difficulté d'emploi.
Et là, on a tout un tas d'outils qu'il faut créer, qu'il faut activer. Ça s'appelle la formation professionnelle. Ça peut s'appeler les emplois aidés pour un certain nombre de cas. Ça peut être du mécénat de compétences entre entreprises selon leurs situations différentes. Enfin, il y a des idées qui peuvent être mises sur la table. Mais c'est pas les idées un peu du passé, ça, on les a déjà mises en œuvre, non? Je pensais pas toutes. Sur les contrats d'aide pour l'emploi pour les jeunes, non? Non, mais oui, mais vous savez, là, il y a des... Mais il y a un sujet pour eux qui vont se retrouver avec leur diplôme. Il y a des centaines de milliers... Vous savez, moi, je connais des jeunes, des jeunes qui pensaient qu'à l'issue de leur formation, ils allaient assez facilement trouver du travail. Et il y a 3-4 mois, on y pensait tous comme eux que ça allait être le cas. Ça va pas être le cas demain. Et donc, l'idée, c'est pas de faire de l'occupationnel, mais il faut trouver des dispositifs qui leur permettent quand même de s'insérer dans la vie professionnelle à l'issue de leurs études. Et là, on aura à innover, et c'est pas les solutions du passé. Je vous ai cité des grands items, des grands sujets qui vont se poser. Regardons comment on investit aussi dans cette jeunesse-là. Et si on ne le fait pas, on aura de graves problèmes sociaux qui vont se poser dans les mois à venir. Ouais. On est à moins d'une semaine du début de ce déconfinement très progressif. Vos motifs d'inquiétude aujourd'hui, à une semaine, encore une fois, c'est quoi? Je dis n'importe quoi, la réouverture des écoles, c'est le manque de masques, les tests, le Premier ministre qui nous dit qu'on manquera de bras pour analyser les tests, c'est la distanciation d'1 mètre dans les transports. Quels sont vos motifs d'inquiétude, Laurent Berger? Motif d'inquiétude, c'est si la reprise d'activité se fait sans dialogue social, vous m'avez compris, j'ai été suffisamment sur le sujet. Le deuxième motif d'inquiétude, c'est évidemment les équipements individuels de protection, mais là, on nous dit que potentiellement la solution sera trouvée. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a les éléments périphériques à l'activité professionnelle qui se posent. Et parmi ceux-là, il y a la question de l'école. Comment vous voulez vous projeter lorsque votre entreprise vous dit que vous allez reprendre la semaine prochaine? Comment voulez-vous projeter si vous n'êtes pas capable de dire ce qui va se passer pour vos enfants? De la même manière, comment vous voulez... vous n'allez pas être content, mais donc j'en déduis qu'il ne fallait pas rouvrir les écoles à partir du 11 mai. Non, j'en déduis pas ça. J'en déduis qu'il y a un peu de flottement et que du coup, ça crée de l'angoisse chez les salariés. Moi, vous savez, en ce moment, le conseil à 2 balles, je m'en passe un peu parce que je ne suis pas capable. Je crois que les situations sont suffisamment complexes pour qu'on ne puisse pas, en 2 phrases, résumer ce qu'il aurait fallu faire. Mais en tout cas, sur l'école, le fait de pas savoir si c'est le volontariat ou pas le volontariat in fine, de pas savoir quels niveaux vont être ouverts en termes pour les enfants et comment ça va se passer pour des salariés qui vont être appelés à revenir sur leur travail mais qui n'auront pas de solution, ça crée de l'angoisse. De la même manière, la question des transports en pause. C'est pas moi qui le dis, ce sont les responsables des entreprises concernées, mais la distanciation physique dans un certain nombre de... Moi, j'arrive pas à voir comment c'est possible dans un métro ou dans un RER. Il faut jamais avoir pris un RER ou un métro pour croire que sur certaines lignes, ça va être possible au bout de 3 ou 4 stations. Donc ça crée de l'angoisse. Il y en a une troisième qui est moins ciblée, sans doute moins anxiogène, mais qui existe, c'est quand même la question de la restauration collective dans un certain nombre d'établissements. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a pas... voilà, autour de certains nombre de lieux de travail. Comment ça va se passer? Donc tout ça, c'est des questions qui méritent d'être posées. Donc votre état d'esprit, si on devait le résumer à 6 jours du déconfinement, c'est... Discutons, faisons confiance à l'intelligence collective. Et là où ça se fait dans les entreprises, l'activité repart. Et repart dans un climat de confiance. Vous savez, vous pensez à quoi? Donc à Toyota ou vous avez qui? Toyota, grille découpage en Moselle, une laiterie qui s'appelle Isigny Sainte-Marie dans le Calvados, Valeo qui a signé avec les organisations syndicales un protocole de reprise d'activité. Ben, voilà, c'est partageons finalement l'intelligence et pour qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions. Il n'y a personne qui connaît mieux la façon de travailler que le travailleur lui-même. Eh bien, si on veut que ça soit en bonne sécurité, écoutons-le et ne lésinons pas sur le dialogue dans cette période de pré-reprise. Dernière question, on parlait d'intelligence. Est-ce que c'est intelligent de dire ça? C'est ce que nous dit Gérald Darmanin. Ce n'est pas en augmentant les impôts qu'on va relancer l'activité. Est-ce qu'il a raison de dire qu'une augmentation de la pression fiscale, ça ferait retarder la reprise de l'activité? Il a raison? Ça dépend parce que il a raison de dire qu'il ne faut pas demain taxer ni le travail ni la consommation parce qu'on a à la fois une crise de l'offre et la demande. Donc ce serait une profonde erreur. Mais si c'est pour refondre la fiscalité, pour la rendre beaucoup plus juste avec des contributions beaucoup plus importantes du capital, du patrimoine et des très hauts revenus, je pense que sur le coup il a tort. Donc vous savez, encore une fois,
moi, dans la période, j'essaye de ne pas être dans le slogan ou l'analyse trop rapide. Je crois qu'il faut plutôt poser toutes les choses. Et ce qui est sûr, c'est que demain, ça ne pourra pas être comme hier. Et si on ne veut pas que ce soit comme hier, il faut une redistribution des richesses qui soit bien différente. On l'a vu particulièrement avec tous ces salariés exposés, qui étaient invisibles il y a 3 mois et qui tout d'un coup sont C'était essentiel pour faire tourner la machine. Bon, merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, hein, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, bonne semaine.